Oui, madame. OK? Et si on veut, par exemple, je pense qu'il y a d'autres branches dans les. Par exemple, imaginez-vous que les musulmans, il n'y a que les sunnites et les chiites. À ce moment-là, je vais mettre au fait musulmans. Donc, c'est l'équivalence, donc c'est chiite, union, sunnite. S'il n'y a que ça, s'il n'y a que ces deux branches. Yes or no? Je ne sais pas en pratique, est-ce qu'il y a d'autres branches? Ça, c'est les branches les plus connues, j'imagine. Bien que je pense plus de sunnites que de chiites, mais je ne sais pas est-ce qu'il y a d'autres branches. Ben, s'il n'y a pas d'autres branches, on peut faire l'équivalence, d'accord? Sinon, en fait, on ne pourra pas. D'accord? Ça marche? Yes. Alors, vous voyez bien que dans cette partie-là, on parle de concept d'une manière générale, donc on est toujours dans la T-box. Hein? Alors, pour parler de la A-box, on va parler d'individus. Comme ici, il s'agit de musulmans, d'arabophones. Ici, les individus sont bel et bien des personnes. Ce n'est pas toujours le cas, hein? D'accord? Comme on l'a déjà vu. Par exemple, on a au fait Kamel est un kurde d'Irak non musulman. Donc là, au fait, on va en fait instancier. Voilà. Donc, Kamel est un kurde d'Irak, d'accord? Là, on a spécifié. Donc, on passe dans la A-box. Ça marche. Donc, kurde d'Irak est un concept complexe qu'on vient de définir. Donc, on peut dire que Kamel est un kurde d'Irak. Donc, ça correspond à une instantiation de concept. Alors, on avait dit dans la A-box, on trouve deux éléments. Soit une instantiation de concept, d'accord, ou encore une instantiation de rôle, comme ici, d'accord. Alors, l'instanciation de rôle, ça correspond à un prédicat binaire avec deux termes. Et l'instanciation de concept, comme ici, ça correspond à un prédicat unaire. Ça marche? Yes. OK, voilà. Donc là, dire que... voilà. Donc dire que Kemal est un kurde d'Irak non musulman. Voilà. Donc on met Kemal est un kurde d'Irak. On instancie le concept. On instancie aussi le concept donc non musulman de Kemal. Comme quoi Kemal n'est pas musulman. Il est irakien. Voilà. Donc là, c'est un peu... c'est ce qu'on peut définir. Et on a dit que Ali était irakien. Donc irakien de Ali. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de Kemal. Donc c'est un kurde d'Irak irakien non musulman. D'accord? Donc voilà comment on le représente. Et là, au fait, pour dire que Ali est un Irakien. Ça marche? Oui. Alors, ce qu'on peut déduire, c'est un peu les. D'ailleurs, vous me faites rappeler après, on va revenir sur l'exemple objet de description pour décrire les tumeurs cérébrales. D'accord? On n'a pas eu le temps de parler tellement de la partie inférence. On va pouvoir ouvrir une petite parenthèse tout à l'heure. Donc, du coup, ce qu'on peut déduire, ça signifie que quand on a donc des connaissances avec des individus, on va au fait pouvoir déduire un certain nombre de choses. Par exemple, si Kemal est un kurde irakien, d'accord, ça signifie au fait non seulement qu'il est irakien, on va déduire qu'il est musulman, alors qu'on a dit qu'il ne l'est pas. Donc là, évidemment, c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Au défaut. Voilà, c'est un défaut parce qu'on a dit en général les Kurdes, voilà, on a dit qu'en général les Kurdes irakiens sont musulmans. D'accord? Alors que pour le cas de ce cas-là, donc Kemal, c'est un Kurde d'Irak, donc il est irakien, mais pourtant il est non musulman, bien évidemment, parce que c'est un individu qui fait des fois la règle. Comme on a ignoré le terme musulman, généralement, donc du coup on va bien évidemment générer des contradictions. Donc là, c'est pour prouver justement que ces descriptions-là, la 5, la 6 ainsi que la 3, plutôt la 4, c'était généralement ainsi que cette partie-là, yes. Donc cette partie avec la 5 et la 6 doivent correspondre à des défauts et non pas des descriptions ou totalement toujours vérifiées. D'accord? D'ailleurs, c'est le cas ici. Alors, puisqu'on avait dit que Kemal est un kurde d'Irak, on va pouvoir déduire qu'il est sunnite, qu'il n'est pas arabophone, qu'il est musulman. Or, on a déduit qu'il était, on a spécifié qu'il n'était pas. Donc, déjà, on a une contradiction. Yes? Yes. Yes or no? Après, un Irakien d'Ali, puisqu'Ali est irakien, on va déduire qu'il est musulman. Yes, qu'il est chiite et qu'il est arabophone. D'accord?
D'accord? Voilà, donc les chiites pour Ali, voilà. Donc, qu'il est chiite, arabophone et sunnite. Pardon, pour le moment. Yes. Et après, voilà. Donc, aussi, on va déduire qu'il est sunnite. Pourquoi? Parce que. Alors, pourquoi est-ce qu'on a déduit qu'il est sunnite? Oui, puisque je pense qu'on l'avait défini quelque part. Alors, on a déduit. Alors, on avait uniquement l'information que Ali était irakien. Voilà, puisqu'il est irakien, on avait dit qu'il est musulman, il est chiite, il est arabophone. Yes. Donc, en principe, puisqu'il est chiite, donc on déduit qu'il n'est pas sunnite. Il n'est pas sunnite ici. Yes. Donc, si Ali est chiite, on déduit qu'il n'est pas sunnite. Ça marche. Donc là, c'est non sunnite de Ali. Hein. D'accord. Yes ou non? Ça, c'est non sunnite. Hein. Là, une erreur, c'est non sunnite. D'accord? Alors, on n'a pas déduit, etc. Donc là, évidemment, quand on a uniquement des T-box, on ne peut rien déduire. Pour pouvoir faire des déductions, il nous faut des individus. D'accord? Donc, il faut des individus pour pouvoir faire des déductions. Ça marche? Ça Donc marche. là, bien sûr, on a plusieurs déductions qui sont contradictoires, puisque le terme généralement donc, fait référence à des logiques non monotones. Ça signifie qu'on peut déduire des connaissances, mais à l'arrivée de nouvelles, en fait, on doit être capable de rétracter ces connaissances. Donc, comme la logique de description, cette version-là, elle n'est pas monotone, elle est monotone, pardon, sachant qu'il y a des versions non monotones de la logique de description, ce n'est pas le cas de celle-ci qui est classique. Donc, du coup, on a des contradictions. Ça marche? Oui? Ça marche. Yes. Alors, maintenant, si on veut représenter les mêmes connaissances en logique de défaut, la logique des défauts, ça définit quoi? On avait dit que la logique des défauts fait référence à une théorie. On appelle ça une théorie composée de deux éléments, de W qui est l'ensemble des connaissances du monde et D, d'accord? Donc, toutes les connaissances qui sont totalement vérifiées donc, sont dans W. Et après, les défauts, on va les mettre dans l'ensemble D. On aura autant de défauts qu'il existe, au fait, de règles généralement. Ça marche? Yes. Donc là, bien sûr, là pour dire que les musulmans donc, sont des personnes telles que leur religion, c'est l'islam. Donc là, vous voyez bien qu'on va utiliser la logique des défauts d'ordre 1, bien évidemment. On est obligé J'ai ici. des prédicats. Voilà, avec la logique des prédicats, exactement. Donc dire que les musulmans, donc si X est un musulman, ça implique que c'est une personne et telle que sa religion. Donc là, on va remplacer le rôle L'occurrence. par ça, d'accord? Tel que islam, bien évidemment, ici, c'est une constante. X étant une variable. Ça, c'est l'implication classique, la conjonction. D'accord? Donc, on bascule dans la logique d'ordre 1. Yes? Yes. OK, donc un arabophone, donc si X est un arabophone, donc c'est-à-dire que sa langue de X, c'est arabe. Là, également, X est une variable, bien évidemment, et arabe est une constante. Dire qu'un chrétien est une personne telle que sa religion est le christianisme, c'est idem avec la définition des musulmans. D'accord? Alors, dire qu'un kurde irakien est un irakien, donc c'est une application classique, et qu'un chrétien d'Irak, donc le chrétien Irak de X, implique que X est un irakien et il est chrétien. Yes? Yes. Après dire, bon, un chiite, donc si X est un chiite, ça déduit qu'il est Qui non n'est pas sunnite. sunnite. Voilà. Alors, s'il n'est pas musulman, Alors, il n'est pas sunnite. là C'est quelle oui, phrase qui dit ça? au fait, en principe, puisque là, si on dit que les musulmans c'est les chiites et les sunnites, yes. Donc, si X n'est pas musulman, ça veut dire qu'il est ni l'un ni l'autre, réellement. Yes? D'accord? Donc, si on dit que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent, est-ce qu'il y a d'autres branches? Les plus connues, c'est D'accord. ça, c'est les chiites et les sunnites, yes? Parce qu'on suppose que c'est tout ce qu'il y a. À ce moment-là, si X n'est pas musulman, ça signifie qu'il est ni sunnite, ni chiite, yes? Parce qu'au fait, pour dire que le musulman, c'est équivalent à ces deux branches. D'accord? Maintenant, s'il y a autre chose, on ne peut pas spécifier ça. D'accord? Après, dire qu'en général, les musulmans sont sunnites. En général, les musulmans sont sunnites. Ils ne sont pas arabophones. Oui ou non? Oui. Donc, on va voir ici, à la représenter comme suit.
Si X est un musulman, d'accord? Alors, par exemple, peut-être en Algérie, oui, on va dire qu'il y a même en Algérie, dans notre pays, il y a des musulmans qui ne sont pas sunnites, yes, mais en général, ça s'applique. Mais par contre, il y a d'autres pays où on va dire généralement la population, elle est chiite. Par exemple, en Iran, yes, ils sont musulmans, mais si on prend la population globale, donc on va dire ça. Donc, imaginez-vous si on est par exemple dans notre pays, c'est vrai, ce défaut-là est applicable, oui. Enfin, il n'est pas applicable. Ça veut dire qu'il représente bel et bien notre population, d'accord? Parce qu'en général, les Algériens qui sont musulmans le sont, d'accord? Mais par exemple, si on a un individu bien spécifique, si on sait qu'il est pas sunnite, qu'il est chiite, d'accord, mais il est musulman bien évidemment, parce que s'il n'était pas, le défaut ne serait pas utilisable, donc ça ne nous intéresse pas. Donc si on prend un individu qui est lui musulman, mais il n'est pas sunnite, il est chiite par exemple, d'accord, à ce moment-là, le défaut ne serait pas applicable. Ça marche? Idem, hein, vous avez des Indonésiens qui sont des musulmans, mais ils ne sont pas arabophones. Yes, voilà, donc c'est vrai qu'en général, les musulmans ne le sont pas. Yes, parce que la majorité des musulmans ne sont pas des arabophones. Mais si on prend un X en algérien, en fait, pour X égale à Ahmed, si Ahmed est un algérien, donc ce défaut ne serait pas applicable. Yes, etc. Donc là, dire également que les chrétiens, en général, les chrétiens irakiens sont arabophones. Voilà, donc toujours un défaut. En général, les Kurdes sont musulmans et en général, les Kurdes d'Irak sont sunnites et arabophones. Donc, vous voyez bien que là, ça représente bel et bien les énoncés de type généralement. Tout le monde est d'accord? Yes. Yes. Voilà. Alors, bien évidemment, quand on a, alors W, voilà, c'est W et D. Alors, quand on est en logique des défauts d'ordre 1, d'accord? Au fait, on ne peut pas calculer d'extension. Alors, c'est quoi une extension? On avait dit une extension, c'est toutes les connaissances qui peuvent être déduites à partir de W et D. D'accord? Alors, ici, pour pouvoir calculer les extensions, il va nous falloir des individus. Sinon, elle n'est pas productive, cette théorie. Tout le monde est d'accord? Oui. Yes. Alors, est-ce qu'on a l'exemple pour le calcul d'extension? Bon, là, on va le faire sans le calcul puisque j'imagine, c'est pas grave, on va le faire sans. Voilà, de toute façon, le calcul d'extension, il est là, on va le faire tout à l'heure. Mais là, c'est très simple. Alors, dans le cas donc, de cet exemple-là, voilà. Alors, voilà, pour calculer les extensions, c'est ce qu'on avait dit. Donc, il va falloir, au fait, rajouter des connaissances sur des individus. D'accord? C'est pour ça, si on considère data prime égale à W union, c'est quoi ces informations-là? Donc, on donne des informations sur Kamel et Ali avec l'ensemble des défauts. Alors, que peut-on déduire? Yes or no? Yes. OK. Alors, on va le mettre. Donc, si Kamel est un kurde d'Irak, yes. Voilà. Alors, on va voir les défauts utilisables et applicables, yes. Alors, si on va kurde d'Irak, on va prendre pour Kamel comme il est kurde d'Irak. Tout le monde est d'accord? Yes? Yes. Ça signifie, on va juste accepter. Voilà. Donc, puisque Kamel est un kurde d'Irak, ça veut dire que ce défaut pour x égale à Kamel, il est utilisable, oui ou non? Puisque ça, pour x égale à Kamel, il appartient à W'. W', c'est W union tout ça. Tout le monde est d'accord? Yes. Yes. OK. Dans ce cas-là, voilà, donc c'est un kurde d'Irak. Alors là, on fait attention ici pour Kamel. Est-ce qu'on peut déduire? Donc, il est utilisable, tout le monde est d'accord. Ça marche, mais est-ce qu'on peut déduire qu'il est musulman? Est-ce que le défaut, bon, il est utilisable pour x égale à Kamel, ce défaut-là est utilisable, mais est-ce qu'il est applicable? Il n'est pas applicable, madame. Voilà, il n'est pas applicable parce que justement, comme connaissance, on sait que ce Kamel-là, il est non musulman. D'accord? Donc, vu qu'on a un non-musulman de Kamel, on ne peut pas déduire qu'il est musulman. Donc, pour x égale à Kamel, ce défaut-là n'est pas applicable. Tout le monde est d'accord? Maintenant, si je prends x égale à Aïcha, et voilà, d'accord? OK, je sais que Aïcha est une kurde d'Irak, yes or no? Et c'est tout.
Donc là, pour Aïcha, comme je n'ai pas l'information qu'elle n'est pas musulmane, je vais déduire que Aïcha est musulmane. Tout le monde est d'accord? Yes, on voit bien Yes. que dans W, on ne peut pas déduire qu'Aïcha n'est pas musulmane. Donc, pour X égale à Aïcha, je pourrais déduire qu'elle est musulmane. Ça marche? D'accord, ça marche. Alors après, comme il est kurde, est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui, oui. Alors, comme il est, on a déduit donc qu'il est kurde irakien. En fait, on n'a pas déduit puisque c'est dans le défaut. On avait dit que ce défaut-là donc n'était pas, ne pouvait pas être déductible pour X égale, ne pouvait pas être applicable. Après, on continue parce qu'au fait avec W, comme il est kurde irakien, donc on va déduire qu'il est irakien. D'accord? Ça marche. Donc, on déduit que il est irakien. Yes or no? Et ainsi de suite. D'accord? Donc, après, alors, quand on a des extensions, ben, ça dépend dans l'ordre, puisqu'il y a voilà, irakiens, arabophones, arabophones. Oui, parce que là, au fait, pour Kamel, on a deux extensions possibles. Soit il est arabophone, soit il n'est pas arabophone. Pourquoi? Parce que d'une part, est-ce qu'on a déduit qu'il est... alors, pourquoi est-ce qu'on a mis non arabophone? Oui, voilà. Parce qu'au fait, on a une règle qui dit que généralement, les musulmans sont arabophones. Yes. D'accord. Yeah. Donc là, bon, pour le problème, donc, ne sont pas arabophones. Donc, pour le problème de Kamel, ça ne pose pas de problème. Alors, le kurde, voilà, plutôt ici. Voilà. D'accord. Donc, ce défaut-là, alors, si X est un kurde irakien, d'accord. Donc, si on n'a pas l'information qu'il est arabophone, on va déduire qu'il ne l'est pas. Ça marche? D'accord. Donc, si on commence par, si on fait ce défaut-là, donc si on déduit, on avait dit c'est pour le premier défaut, donc il ne sera pas applicable. Si pour le troisième défaut, enfin pas le troisième, pour le dernier défaut, donc si on instancie X à Kamel, on va déduire qu'il n'est pas arabophone. Yes. Si on déduit qu'il n'est pas arabophone, sachant que les Irakiens, les chrétiens, les Kurdes musulmans sont des Irakiens et en général, les Irakiens sont arabophones. D'accord? Donc, si je commence par ce défaut-là, ça signifie que ce défaut-là, pour X égale à Kamel, ne pourra pas être applicable et utilisable mais non applicable. Ça marche? Donc, il y a un conflit, si on veut, entre ce défaut-là, yes, et ce défaut. C'est-à-dire, si j'utilise ce défaut-là, si j'applique ce défaut-là, je vais déduire que l'individu n'est pas arabophone. À ce moment-là, ce défaut-là serait non applicable et vice-versa. Ils s'excluent mutuellement. Donc, si je commence par ce défaut-là, si j'applique ce défaut pour Ali, pas pour Ali, pour Kamel qui lui est irakien, je vais déduire qu'il est arabophone. D'accord? À ce moment-là, je vais bloquer celui-ci. Du coup, je me retrouve pour X égale à Kamel avec deux extensions, yes or no. D'accord? Donc, ces parties-là sont communes, bien sûr, aux deux extensions. Ce qui change, c'est d'une part, je déduis qu'il est pas arabophone, d'autre part, qu'il l'est. D'accord? Tout ceci, puisque c'est un kurde irakien, donc je pourrais utiliser ce défaut-là. Et puisque c'est les Kurdes irakiens, c'est un Irakien, avec ça, ça signifie que ce défaut-là serait également applicable. Donc, si je commence par ce défaut, je vais déduire qu'il est arabophone et je vais bloquer celui-ci. Par contre, si je commence par ce défaut, je vais déduire qu'il n'est pas arabophone et je vais ainsi bloquer celui-ci. Ça marche? D'accord, oui. Yes. Voilà. Ça, c'est les extensions possibles. Alors, vous allez me dire, oui, c'est pas contradictoire. Hein. Ça, c'est puisque au fait, on va dire qu'on a deux hypothèses. C'est comme si vous Soit avez il parle arabe, soit il parle pas. Voilà, parce qu'au fait, on n'a pas assez d'informations. Donc, on a ces deux voies. D'accord? C'est comme si vous allez chez le médecin parce que vous avez certains symptômes. D'accord? Donc, le médecin, au fait, il dit soit c'est un problème d'estomac, bien, ce n'est pas un problème d'estomac, c'est autre chose. Dans ce cas-là, il y a les deux voies possibles. C'est dans ce sens-là. Il n'y a pas de contradiction. Hein? Ça marche? Ça marche, oui. Alors, pour Ali, il a trois extensions. C'est de la même manière. Ali, bon, on a l'information juste qu'il est irakien. Yes or no? Alors, s'il est irakien, donc on voit bien que s'il est irakien, donc on ne peut pas déduire yes parce qu'on n'a pas des implications où la prémisse c'est irakien. Tout le monde est d'accord? Yes or no?
Mais par contre, on pourra utiliser les défauts. Tout le monde est d'accord? Oui. Yes. Alors, puisqu'il est irakien, voilà. C'est tout ce qu'on a comme information, donc je peux déduire qu'il est musulman. OK? D'accord, donc je peux déduire qu'il est musulman. Yes. Je peux également déduire qu'il est chiite. Pour le moment, ce n'est pas contradictoire. Hein? Yes. OK, puisque Ali est irakien, donc si on n'a pas l'information qu'il n'est pas chiite, je peux déduire qu'il est chiite. Yes or no? D'accord? D'accord? Et comme c'est un irakien, donc pour le moment, j'ai déduit que Ali est musulman, qu'il est chiite. Je peux également donc appliquer ce défaut-là. On va déduire qu'il est arabophone. Yes. Oui ou non? Oui, madame. OK. Après, puisque j'ai des déductions, ça veut dire que je pourrais exploiter donc les informations qui sont dans la base donc, dans W. Yes ou non? Par exemple, voilà, puisqu'il est chiite, donc on va, avec cette application Ali est chiite, on va déduire qu'il n'est pas sunnite. Yes. Voilà. Qu'il n'est pas sunnite. Yes. Et aussi, on va déduire qu'il a comme langue arabe, puisqu'il est arabophone, c'est-à-dire que sa langue est c'est l'arabe. Yes. On va déduire qu'il est arabophone. Voilà. Donc, voilà la première extension dans laquelle on a donc le premier, le deuxième, le troisième défaut ont été au fait, même le quatrième, parce qu'on est directement arabophone, on peut l'expliquer ici, oui, arabophone. Donc, on a appliqué le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, puis on a déduit qu'il n'est pas sunnite et qu'il a comme langue arabe. Ça marche? Yes. Maintenant, donc je pourrais aussi, là j'ai défini qu'il n'est pas arabophone. Par contre, si je commence par celui-ci, donc je vais déduire qu'il n'est pas arabophone, c'est la deuxième extension. À ce moment-là, celui-ci ne pourrait pas être utilisé. Yes or no? D'accord? Donc je pourrais également déduire qu'il n'est pas sunnite puisqu'il est chiite. Donc je déduis qu'il n'est pas sunnite et c'est tout. Yes, etc. D'accord? Voilà. Donc, au fait, c'est. Alors, pourquoi est-ce qu'on a plusieurs extensions? Parce qu'au fait, on n'a pas assez d'informations. Donc, il y a plusieurs possibilités. C'est comme si vous allez chez le médecin. Donc, vous avez le médecin, il pense à deux diagnostics différents. Mais réellement, plus on apporte de nouvelles informations, plus il va s'orienter vers une piste, il va éliminer les autres. D'accord? Ça marche? Madame, Oui? madame, est-ce qu'on peut utiliser là le dernier défaut pour Ça Ali? dépend. Ça dépend à Parce, quel niveau. parce qu'il Ça est pas. dépend. Est-ce qu'il est kurde, Ali? Non, non, non arabophone. Non, s'il n'est pas kurde, non, on n'a pas. Ben, regardez, aucune extension n'a dit qu'il était kurde. On ne peut pas dire qu'il est kurde. Non, on ne peut pas utiliser. Le non arabophone, on n'a pas. Vous voulez dire de pourquoi on a mis non arabophone? Le nom arabophone, je Là, pense pas. on l'a mis là parce qu'en général, les musulmans ne sont pas arabophones. C'est ce D'accord, défaut-là. ok. Non, 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 c'est pas ici. Ok, Voilà, ok, c'est c'est bon. celui-là. D'accord? C'est celui-là qui a généré. Non, on ne peut pas. Ok, ok, Ok. d'accord. Ça marche? Yes. Donc voilà, c'est une application de la logique des prédicats avec la logique combinée avec la logique des défauts. Donc on voit bien que le but de cet exercice, c'est de voir au fait que la logique des défauts, c'est la logique non monotone qui convient le mieux pour représenter des énoncés de type généralement, typiquement, dans la majorité des cas, etc. D'accord? Et on voit bien ici la limite de la logique des descriptions pour représenter des énoncés de type généralement. Yes or no? D'accord? Donc c'est ce qu'on a vu. Et si on laisse comme ça, bien évidemment, ça génère des contradictions. C'est ce qu'on a vu ici dans le cas de Kamel, par exemple. Yes or no? OK? Yes. OK. Voilà par rapport à ça, parce que déjà pour Kamel, on avait déduit, regardez qu'il n'était pas arabophone, d'une part, qu'il était arabophone d'une autre part. Tout simplement parce qu'on a ignoré justement le terme généralement quand on a représenté sous forme de T-box. D'accord? Alors, on va aller dans la logique des défauts, puisqu'on y est. On va continuer avec la logique des défauts, puis on va revenir sur la logique modale. Ou bien on va mettre la modale. Allez, on va faire la modale. Alors, la logique modale, voilà. Alors, la logique modale, ce qui est intéressant dans cette logique, c'est qu'au fait, on n'a pas un seul mode, mais on peut définir, on n'a pas un seul modèle
on peut définir une infinité de modèles. Et dans chaque monde, on n'a pas un seul monde. Dans chaque modèle, pardon, on n'a pas un seul mode, mais plusieurs mondes. Donc, du coup, ça permet, comme si on a éclaté l'univers en plusieurs sous-univers, si on veut. Yes. Donc là, Yes. ça permet, c'est intéressant parce que, et en général, c'est le cas, parce que chacun, comment est-ce qu'il représente ses connaissances. Alors, un modèle modal dans logique modale est défini par un triplet WRV, tel que W, c'est l'ensemble de mondes possibles. R est une relation binaire qui relie deux mondes entre eux. Alors, V, c'est quoi? C'est au fait, elle attribue à chaque symbole non logique, d'accord, le monde où ce symbole-là est vérifié, d'accord. Alors, si on est en logique modale propositionnelle, bien évidemment ici, donc ça, c'est des propositions. Donc, on dit par exemple là, si je mets V de P égale W1, W5, W3, ça veut dire que P n'est vrai qu'ici. Yes, d'accord. Donc, puisque P n'est vrai qu'ici, en W1, W5, W3, ça veut dire qu'en W2 et en W4, P est faux. Les faux, oui. P est faux, ça veut dire que non, P est vrai en quelque sorte. D'accord? Parce que c'est booléen. Idem pour Q. S'il est vrai en W2, W4, ça veut dire qu'il est faux en W1, W3 et W5. OK? Alors, c'est clair. Alors là, pour le dessiner un modèle, c'est évidemment pas difficile. Donc, on a 5 mondes, yes. Après, on a W1, RW1. Il s'agit d'une boucle ici. W1, RW2, W1, W3, W3, RW4 et W4, RW5. Yes. Alors, après, alors voilà. Donc, si là, c'était par rapport au modèle. Maintenant, si on va parler d'action P et G, etc., ça veut dire qu'on a interprété ces relations d'accessibilité comme une relation temporelle. D'accord? On est donc bascule dans un monde, dans un modèle temporel. Dans un modèle temporel, ça signifie si j'ai W1, RW2, on met W bien des T, T pour T temps. D'accord? Ça n'a pas d'importance. Ça veut dire que W1 est un passé par rapport à W2, que W2 est un futur par rapport à W1. Alors, dans cette relation, on n'a pas de présent. On a soit le passé, soit le futur. D'accord? Alors, en logique modale classique, on définit les deux symboles logiques, le possible et le nécessaire. Alors, en logique classique, modale classique, donc, pour que le possible d'une formule soit vrai, il faut que cette formule soit vraie dans au moins un monde accessible. D'accord? Et pour que le nécessaire d'une formule soit vrai, il faut que cette formule soit vraie dans tous les mondes accessibles à partir de ce monde. Alors, dire dans l'absolu qu'une formule est vraie ne suffit pas. Il faut dire vrai dans un monde d'un modèle. D'accord? Parce qu'il n'y a pas cette notion de vrai dans l'absolu. C'est vrai dans un monde d'un modèle. D'accord? Puisqu'on est dans un monde temporel, ça signifierait que c'est vrai dans à un temps précis du modèle temporel. Ça marche? Alors, l'interprétation justement du possible et du nécessaire, il y a deux interprétations possibles, puisque si j'interprète la relation d'accessibilité comme une relation temporelle, on aura donc l'interprétation du possible et du nécessaire dans le passé et la même chose dans le futur. Alors, dans le passé, le possible, c'est P, un passé, et H pour tous les passés. Par rapport au futur, le possible, c'est F, et le nécessaire devient G. Donc, donc pour que F de A soit vrai, il faut que A soit vrai dans au moins un futur. Et là, tous les futurs, là, c'est un passé, tous les passés. Ça marche? Yes or no? Yes. Je vais essayer de mettre par rapport à ça. Alors, on va commencer par le premier. Donc, on vous dit, est-ce qu'en W1, est-ce qu'on a PH de Q? Est-ce qu'il est vrai ou faux? Alors, quand on a, au fait, là, c'est une composition, on a une composition de deux modalités, le P et le H, yes. D'accord? Donc, quand on fait ça, bien évidemment, il faut aborder les symboles logiques un à un, en commençant, bien sûr, du plus de gauche à droite, d'accord? Alors, on est dans W1, on a P d'une formule. Alors, donc, il s'agit de vérifier est-ce que H de Q, alors P, c'est un passé, yes? Donc, ça revient à dire est-ce que H de Q est vrai dans au moins un passé de W1? D'accord? Yes or no? On a compris. Yes. OK? Alors, H de P, H de Q, ça signifie quoi? En fait, alors, d'abord, on va voir quel est le passé au fait de W1. En fait, le W1, comme il y a ici une boucle, c'est lui, il a un seul passé, c'est lui-même. Yes? Yes or no?
Ce qui est Yes. la boucle. Yes. OK? Est-ce que maintenant H de Q est vrai dans W1? Non. D'accord? Pour que H de Q soit vrai dans W1, il faut que UQ soit vrai dans tous les passés, donc c'est-à-dire dans lui-même. D'accord? Donc, c'est le seul passé. Or, Q est faux en W1. Yes? Et comme c'est le seul passé de lui-même parce qu'il y a une boucle, d'accord? Donc, H de Q est faux en W1. Comme j'ai W1, RW1 et c'est tout ce que j'ai comme passé, à ce moment-là, P de H de Q est faux en W1. Ça marche? Madame, vous pouvez répéter ce que vous avez vérifié exactement? Vous avez dit qu'il faut vérifier. Alors, regardez, au fait, quand on a une composition de symboles logiques, donc il faut commencer de gauche à droite. On commence par le premier. On avait dit, on s'intéresse, est-ce que H de Q est vrai dans au moins un passé? C'est P, c'est un passé de W1. D'accord. Comme W1, c'est le seul passé de lui-même parce qu'il y a une boucle, yes, à cause de la boucle. D'accord. Le seul passé de W1, c'est lui-même. D'accord. C'est un cas particulier, c'est une boucle, d'accord? OK. Yes ou non? Alors, on se dit maintenant, est-ce que H de Q est vrai dans son seul passé, c'est-à-dire en lui-même, en W1? Pour que H de Q soit vrai en W1, il faut que Q soit vrai dans tous les passés de W1. Or, c'est lui-même le Ouais. seul passé, c'est lui-même. Comme Q est faux en W1, et W1, c'est le seul passé de W1 de lui-même, donc H de Q est faux en W1, d'où P de H de Q est faux en W1. Ça marche? Là, c'est un peu spécial parce que c'est une boucle. Hein? Yes or no? Yes. Merci. Alors, la deuxième, on vous dit, est-ce qu'en W2, est-ce que nom F de P implique Q? Alors, le nom F, alors on vous dit, bon, on ne l'a pas dit ici, mais en principe, c'est clair. Au fait, le nom, ça veut dire, regardez ici, on va tester, est-ce qu'en W2, est-ce que LFR F de P implique Q? Si c'est oui, donc cette formule serait fausse. Si c'est non, cette formule serait vraie. D'accord? Donc, au fait, tout dépend de la négation de la formule. Donc, on va d'abord dire qu'en est-il de F implique P implique Q? Est-ce que F P implique Q est vrai en W2? Si Il faut cette formule, vérifier que la voilà, proposition voilà. Si soit celle-là vraie est dans au moins un futur. oui, alors si celle-là est vraie en W2, donc B est faux. Si celle-là est fausse en W2, donc B est faux, est vrai, pardon, c'est la négation. Yes. Maintenant, que signifie F de P implique Q? Ça veut dire, est-ce que P implique Q est vrai dans au moins un futur? Yes. Alors, on va voir, on va observer W2. Alors, qu'est-ce qu'on observe de W2? C'est un monde terminal. En fait, c'est un mode terminal. Qu'est-ce qu'on avait dit? Comme il n'a aucun futur, pour que F de P implique Q soit vrai dans un monde, yes, pardon, oui, dans un monde, il faut que ça soit vrai dans au moins un. Au moins un. Comme il n'y a aucun monde accessible à partir de W2, il n'y a aucun temps temporel accessible à W2, yes. Donc, Donc c'est faux. voilà, F de P implique Q est faux en W2, d'où B est vrai. Yes, Yes. c'est la négation. Donc le possible, il est faux dans un monde terminal. Oui, oui, et ben, bizarrement, enfin pas bizarrement, paradoxalement, le nécessaire ou bien le nécessaire est vrai. Yes. Parce que pour que le nécessaire d'une formule soit vrai dans un monde, il faut que cette formule soit vraie dans tous les mondes. Comme il y a 0 monde. Donc ça reste vérifié. C'est un cas particulier. D'accord. Ça marche? Donc c'est valable Yes. pour le nécessaire, pour le H et le G, bien évidemment. En fait, pas pour le H, oui, enfin pour le G plutôt, pour le futur. Enfin, même le H, kiff kiff. Ça marche? Alors, qu'en est-il pour C? Alors là, c'est une composition. Non, c'est voilà. Donc, c'est un ou entre deux formules. D'accord? Donc, on va. Est-ce que. Alors, dans W3, alors il s'agit de P et Q dans W3. Alors, on va voir W3. Voilà. Voilà W3. Yes. Est-ce que P et Q est vrai dans tous les mondes accessibles à partir de W3? Le seul monde, c'est W4. Yes. Dans W4, Q est vrai, certes, mais P est faux. D'accord? Donc, P et Q seraient faux. Donc, cette formule, celle-ci, elle est fausse. Tout le monde est d'accord? Yes or no? Oui? Est-ce que vous suivez? On a vérifié le going to de P et Oui, Q, P c'est et ça? Q, oui. Oui, parce qu'en W3, le seul peu futur, c'est W4. Or, P est faux en W4. On vous dit P est vrai D'accord. uniquement en W3. Alors, est-ce que P est vrai? Voilà. Q.
plutôt P, yes. P est vrai en W1, W5, W3. Donc, c'est clair que P est faux en W4. Puisque P est faux en W4, P et Q est faux en W4. Yes. Donc, G de P Yes. et Q est faux en W3. Maintenant, qu'en est-il de la deuxième partie? Puisque c'est un ou, hein, c'est une disjonction de non P et non Q. Alors, bien évidemment, comme Q est vrai en W4, pardon, maintenant on va mettre en W3 maintenant. Donc, puisqu'on s'intéresse à ça, maintenant, est-ce que cette formule, elle est vraie en W3 hein, et non pas dans un futur? C'est dans le même monde. Ah, Hein. d'accord. Attends, fais attention. D'accord? C'est pas G de tout ça, ça c'est à part. Donc, on s'intéresse réellement à W3. Quand P est vrai en W3, donc non P est faux. Yes. Donc, tout ça est faux. Tout le monde est d'accord? Ouais. Ça marche? Il n'y a pas de Yes. questions? Oui. Non. Alors, on continue. Maintenant, pour D, donc W4, le PP. Alors, P de P. Donc, d'abord, quand on s'intéresse voilà, à P de PPQ, ça veut dire est-ce que PQ est vrai dans au moins un passé à W4? Si je m'intéresse, je vois W4, le seul passé, c'est W3. Yes. Maintenant, on va dire est-ce que P de Q est vrai dans au moins un passé? Donc, c'est un passé d'un passé. Hein? Yes. Maintenant, le seul passé, donc voilà, de W. Pourquoi est-ce qu'on a mis ces faux? C'est Q, c'est pas P, voilà, pardon, voilà, c'est Q, voilà. Alors, le seul passé de W3, c'est W1. Or, Q est faux en W1, oui ou non? Q est faux parce que Q n'est vrai uniquement. Alors, Q, est-ce qu'il est vrai? Voilà. Q n'est vrai qu'en W2 et W4. D'accord? Comme Q est faux en W1, yes, et comme W1 est le seul passé de W3, donc P de Q est faux en W3, d'où P de Q est faux en W4. Yes? OK. Après, là, c'est facile, c'est même pas la peine de faire comme pour W5. Comme le W5, c'est un monde terminal si on veut, yes. Comme c'est des instants temporels, c'est la fin du monde ici. Dans ce cas-là, Ok. quelles que soient donc les formules, G de la formule est vrai. Donc, G de P étant vrai, G de Q étant vrai, donc la conjonction est vraie. Yes, puisque W5 n'a aucun futur. Oui, parce qu'on peut imaginer tout ce qu'on veut après. Ça marche? Voilà. Alors, on va laisser ça. Bon, on peut mettre. On va voir donc. Voilà, donc on va voir donc cet exercice-là. On revient à la logique des défauts. On a deux théories delta, data prime. Au fait, donc une théorie, on avait dit, est composée de deux parties, donc le monde et l'ensemble des défauts. On a le premier monde, c'est PQ. Les défauts, on a 1, 2, 3, 4 défauts. Yes. On a 4 défauts, ça marche. Et dans delta prime et W prime D, tel que W prime, c'est au fait, on voit bien qu'il y a une relation entre W et W prime, oui ou non? Au fait, W prime est égal à W union en R. Yes or no? Yes or no? Oui, oui. Donc, on a W est inclus dans W prime. Alors, on a dit quelles sont les extensions. Ça signifie comment qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de W et D et l'ensemble des défauts. Alors, l'extension, comment est-ce qu'on a dit? Donc, E est un ensemble de formules édite une extension si et seulement si E égale à de delta, d'une théorie delta, si et seulement si E égale gamma data de E. Alors, c'est quoi gamma data de E? On rappelle que gamma data de E, c'est le plus petit ensemble. Voilà. C'est le plus petit ensemble qui contient W parce que toutes les connaissances qui sont dans W sont vérifiées. Déductivement clos, ça signifie qu'il doit englober toutes les formules possibles. C'est pour ça qu'on rajoute le TH. Comme à partir d'une base, on ne peut pas tout citer, énumérer toutes les formules qui peuvent être déductibles. Donc, on schématise ça avec le TH. Yes? Yes or no?
Et Yes. tel qu'un ensemble de formules est dit déductivement clos, donc on rappelle c'est quoi si et seulement si E égale TH de E. Après, tel que pour chaque défaut de type, donc A, B1, BN, C, si A appartient déjà à gamma data de E, ça veut dire soit parce qu'il appartenait à W ou encore c'était le conséquent d'un défaut qui a déjà été appliqué, à ce moment-là, on va dire que le défaut est utilisable. S'il est utilisable, on va observer chacun des parties de ces de justificatifs. On doit vérifier que la négation d'aucun justificatif ne pourrait être déduit. Yes. À ce moment-là, ce conséquent, donc ça veut dire que le défaut il devient applicable et son conséquent, on va le rajouter à gamma data de E. Yes or no? Yes. Alors, si on va avoir, donc, on observe les défauts. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est vrai? Donc, on a P et Q qui sont vérifiés. Donc, donc W contient P et Q. À ce moment-là, on a le premier défaut D1 est utilisable puisque son justificatif, son prérequis, pardon, appartient à W. D'accord? Pour le moment, R n'est pas utilisable puisque R ne fait pas partie au fait de W, de THW. Yes. Q est utilisable. Pardon, le troisième défaut Q est utilisable. Yes, parce que Q, son prérequis, pardon, appartient à W. Et par contre, pour le quatrième défaut, également, il n'est pas pour le moment utilisable. Yes. Par contre, si j'avais par exemple ici P implique Q, si j'avais P uniquement et j'avais l'information encore P implique Q et R, yes, à ce moment-là, on va dire que ce défaut serait utilisable. D'accord? Ça marche? On a compris. OK, d'accord. Donc, on voit bien que pour le moment, ce défaut-là et celui-ci ne peuvent pas être utilisés directement. Donc, ça veut dire que là, je peux soit commencer par le premier ou encore je peux directement commencer par le troisième. Donc, si je commence par le premier, qu'est-ce que ça va faire? Donc, pour pouvoir déduire R, il faut que non, R ne peut jamais être déduit, d'accord? Donc, si je vais au fait... Donc, si je vais au fait commencer par le premier défaut, P étant vrai, donc il est utilisable. Alors, si je déduis R, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, je vais rendre, donc ce défaut-là pourrait être utilisable. Alors, déjà, on voit bien que P... au fait, ce qui est utilisable pour le moment, c'est les deux. Donc, est-ce qu'il y a une relation entre là? Alors, on voit bien qu'il s'agit ici d'une théorie normale. Pourquoi? Parce que tous les défauts sont normaux. D'accord? Alors, est-ce que vous entendez? Oui, madame. OK. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Donc, si on applique ça, donc rien n'empêche l'applicabilité de P du défaut A. Donc, si j'applique le défaut A, donc je vais déduire R. Yes? Tout le monde est d'accord? OK. Donc, si je déduis R, qu'est-ce qui va se passer? Donc, le défaut 2 pourrait être utilisable, oui ou non? Donc, l'applicabilité de D1 rend le deuxième défaut utilisable. Yes? Yes. OK.
Donc, pour pouvoir donc l'appliquer si on veut, il faut vérifier que, en fait, là, c'est une seule formule. Hein, si on veut, bah, c'est un peu compliqué de dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, en fait, qu'on déduise T et non S. Alors, on voit bien que le T et non S ne peuvent pas être déduits puisque, quel que soit, en fait, réellement, on doit faire toute la démonstration. Mais on voit bien qu'à partir du P égale W, on ne peut ni déduire T ni non S. Et idem, donc on voit bien que ce n'est le conséquent d'aucun défaut. Le T et le S, et le non S plutôt. D'accord? Donc, c'est clair qu'on ne peut jamais déduire T et le non S. C'est-à-dire que là, on pourra toujours appliquer le D2. On va déduire ainsi non T et S. D'accord? Après, on va voir par rapport à ça. C'est clair que, alors, en réalité, quand on observe le D2 avec le D3 avec le D4, on voit bien que l'applicabilité de D3, d'abord le D3, lui, il est directement utilisable, ce qui n'est pas le cas de celui-ci. D'accord? Ça marche. D'ailleurs, regardez ici, c'est clairement quand j'applique D1, il va automatiquement rendre D4 non utilisable. Parce que si j'applique D1, je déduis R. Si je déduis R, donc le dernier défaut ne pourrait jamais être utilisable. Tout le monde est d'accord? Yes. Oui, madame. Donc, ce défaut-là, comme s'il n'existait pas, il ne pourra jamais être utilisé. Parce qu'en plus de ça, donc il n'y a aucun moyen. Vous voyez bien que non R ne peut jamais appartenir. Hein. Même si je ne commence pas par D1. D'abord, il n'y a aucun défaut qui va bloquer le D1. Donc, je pourrais toujours déduire R, d'une part. Et d'autre part, non R ne peut jamais être déduit à partir de W et D. Donc, du coup, ce défaut-là devient totalement non utilisable. Yes, ça marche. Donc, on récapitule. Ça veut dire que finalement, donc, si je déduis, je commence par le premier, donc je vais ainsi rendre l'applicabilité de D1. D'abord, D1 et D3 sont les seuls pour le moment utilisables. L'applicabilité de D1 rend D2 utilisable. L'applicabilité de D2 va me permettre donc de déduire non T et S. D'accord? Et comme le dernier défaut D3 est directement utilisable, il pourra être directement aussi applicable. À ce moment-là, je vais avoir une seule théorie qui va contenir THW, union R, yes, non T et S et non V. Tout le monde est d'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, madame. OK? Ça marche? Alors maintenant, qu'en est-il? Alors, voilà. Qu'en est-il de W'? Alors, W', c'est au fait, on a rajouté non R. Alors, si on rajoute non R, là, ça va changer, oui ou non? D'accord? Alors, si non R va appartenir à W', d'accord? Ça signifie quoi? Alors, le premier défaut, donc, il est toujours, il est utilisable, il n'y a pas de problème, mais seulement, je ne peux pas l'appliquer, oui ou non? Il devient applicable parce que tout simplement, la négation de son justificatif, elle appartient déjà à W'. Donc, D1 était utilisable, non applicable. Yes? Tout le monde est d'accord? Oui, madame. Après, pour ce deuxième défaut, il est non utilisable, il ne pourra jamais l'être puisque la seule manière de l'utiliser, c'est d'appliquer D1. D'accord? Comme D1 est un non applicable, donc celui-ci devient non utilisable. Yes? Après, il me restera ces deux. Alors, ce dernier défaut, avec cette nouvelle théorie, il est utilisable parce que le nom R, son prérequis, appartient à W'. D'accord? Donc, on a D3 et D4 qui sont utilisables, mais on remarque qu'ils sont mutuellement exclusifs. Oui ou non? L'applicabilité de l'un rend le deuxième non applicable. Idem. Donc, si j'applique D3, je vais rendre D4 non applicable. Et si j'applique D4, donc je vais déduire V, automatiquement, D3 devient non applicable. Ils sont mutuellement exclusifs. Yes? Donc, on récapitule. Le premier défaut utilisable, non applicable. Le deuxième défaut, non utilisable. Et les D3 et D4 sont mutuellement exclusifs. Donc, je vais me retrouver avec deux extensions. Oui ou non? Donc, je vais avoir THW de W' union non V.
si je commence par déduire des 3 avant des 4, yes. Ou encore, je vais avoir THW' union V si je commence par des 4 avant des 3. Tout le monde est d'accord? Oui, madame. Yes. Alors, vous voyez bien que là, on voit bien ici qu'on change, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On observe, comment on appelle ça, un phénomène de non-monotonie. Why? Parce que regardez ici, quand on avait uniquement W, on avait P et Q, on avait Q, c'est l'extension composée de W union R, non T ou S et non V. Yes or no? D'accord? Donc, on avait pu déduire R. Par contre, quand on a rajouté l'information W', c'est W union R, union non R, pardon, d'accord? On avait obtenu 2 extensions, une qui contient THW' union non V et la deuxième THW' union V. Ça veut dire que l'applicabilité, au fait, quand on a rajouté non R, on a 2 extensions qui ne contiennent pas, en fait, il n'y a aucune relation avec la première. Donc, ça veut dire qu'on fait des déductions. Qu'est-ce qu'on a déduit? Vous voyez bien que là, on a déduit ces éléments-là. Yes. Avec l'arrivée de non R, eh ben, on rétracte ces informations-là. Yes or no? Yes or no? On a W qui est inclus dans W', mais ce qu'on peut déduire à partir de delta qui contient WD n'est pas inclus quand je rajoute l'information non R. Yes, c'est exactement le phénomène de non-monotonie. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Oui. Alors là, on va continuer un peu avec... vous voulez qu'on continue avec... oui, on va continuer avec cet exercice où il y a pêle-mêle, il y a des connaissances mélangées. Donc, on a des connaissances et la technique consiste à spécifier quel est le modèle. Alors, la modélisation, bien évidemment, on peut se retrouver dans un cas où la modélisation n'est pas unique. Yes? Ça veut dire une même connaissance peut être représentée par différents modèles. Hein? D'accord? Alors, soit les connaissances suivantes. En général, les techniques de l'imagerie médicale sont efficaces. Alors, ça correspond à quoi? Ben, on va le voir tout à l'heure. Hein. Voilà, c'est un défaut. D'accord, un défaut avec la logique d'ordre 1. Yes or no? Donc, on va le représenter avec la logique des défauts. On est obligé d'utiliser ici la logique donc, des prédicats, associée à la logique des prédicats. Donc, cette connaissance-là, elle correspond à un défaut parce que ce ne sont pas toutes les techniques de l'imagerie qui sont efficaces. Yes. Dans ce cas-là, on va dire si X est une technique d'imagerie, donc on va déduire qu'elle est efficace à condition qu'on n'ait pas l'information qu'elle n'est pas. Donc, on la représente par un défaut normal puisque son justificatif est équivalent à son conséquent. Yes or no? Alors, qu'en est-il de la B? Comment est-ce que la B, voilà. Comment est-ce qu'on peut représenter la B, l'information B? Allez, je vous écoute. Comment est-ce qu'on peut représenter la B? Ben, ça ne nécessite pas beaucoup de réflexion. Alors, Avec des rôles, avec la logique des descriptions. voilà, parce que là, on est vraiment dans la description. Yes, on définit qu'est-ce qu'une... Alors là, une image cérébrale est composée donc de structures atomiques et de zones tumorales. Yes, donc on est en train de décrire qu'est-ce qu'une image cérébrale. Là, on définit voilà, les structures atomiques. Yes, c'est quoi les structures atomiques? D'accord? Les structures atomiques donc, sont composées de la matière blanche, la matière grise et les liquides céphalorachidien. Yes or no? Après, on dit que la zone tumorale elle est composée de tumeurs et d'œdèmes. Donc là, on est réellement dans la composition. Yes?
Donc, c'est ça, quand on décrit, par exemple, les organes de l'être humain, si on est dans un contexte médical, donc la logique de description, elle peut réellement décrire l'anatomie, par exemple. Yes or no? Oui ou non? Yes. Bon, là, en fait, réellement, on doit en principe regarder. On dit qu'une image cérébrale est composée de structures atomiques et de zones tumorales. Et on dit, au fait, la zone atomique est composée. Donc, en fait, en principe, on aurait dû faire l'inverse réellement. Oui ou non? On suppose qu'on a tumeur et œdème comme concept atomique. Yes. On définit d'abord c'est quoi une zone tumorale. On va dire qu'une zone tumorale, elle est composée donc de tumeurs et d'œdème. On peut représenter ça. Est-ce qu'on l'a pas mis ici? Bon, on ne l'a pas spécifié. Il faut qu'on rajoute là, d'accord? Donc en principe, on va mettre zone tumorale. Soit on met tumeur union œdème, d'accord? Ou bien on met est composé de tumeur union œdème. D'accord? Donc, on définit qu'est-ce qu'une zone tumorale. Après, on définit c'est quoi les structures atomiques. Donc, les structures atomiques, il y a trois parties. C'est la matière blanche, union matière grise, union liquide céphalorachidien. Yes. Et après, on décrit que l'image cérébrale, d'accord, elle est composée de structures atomiques et de zones tumorales. Donc, on peut la rajouter avec ça. Sachant qu'on aura défini au préalable les deux éléments. Donc là, on a défini uniquement les structures atomiques. Hein. Ça, c'est les structures atomiques, c'est l'union des trois parties. Et la zone tumorale, c'est les œdèmes union. Voilà, la zone tumorale, c'est les œdèmes union les tumeurs. Yes? Donc on voit bien qu'on est bel et bien dans la description. Tout le monde est d'accord? Yes or no? Oui. Alors, comment est-ce qu'on peut Oui, représenter l'énoncé? Avec la logique des propositions. Avec la logique des propositions? Oui, avec Logique une floue. implication. Avec la Enfin, non, logique pratique. madame. Au fait, c'est flou parce que c'est une règle floue, d'accord? Donc, les flous. Parce qu'on te Ah, dit, si d'accord. l'image est floue, c'est quoi une image floue? Ben, ça dépend d'abord de la qualité, du type d'image, oui ou non? De la résolution, une image floue, elle Ah, est floue. d'accord. Yes, un volume dense. Dense, vous voyez bien que là, ce qu'on a dit hier, donc là, ça utilise des termes linguistiques flous. Le flou est flou ici, yes? D'accord? Dense, c'est quoi un volume dense? D'accord? On doit au fait lui affilier. C'est des termes linguistiques flous. En principe, on doit lui associer donc une fonction d'appartenance, plusieurs fonctions d'appartenance pour chaque valeur. Yes? Et ainsi, donc là, ça correspond réellement à une règle qui doit être modélisée avec la logique floue et qui donc sera manipulée dans le contexte d'un régulateur flou, par exemple, etc. Est-ce qu'on est d'accord? Yes or no? Yes. Après, on dit le scanner est une technique de l'imagerie médicale. Bon. Alors, Description. avec le logique de description, comment est-ce qu'on va mettre ça? Avec la définition. Là, c'est une inclusion. Alors, quand vous mettez, déjà, quand on parle de logique de description, on dit est-ce qu'on est dans la T-box ou on est dans la A-box? C'était Là- box, ça. Là, c'est pas une définition normalement. Le scanner est inclus dans. Enfin, c'est une des techniques de l'imagerie médicale. Voilà. C'est plus parce qu'on n'est pas en train de définir, c'est l'inclusion ici, effectivement. D'accord? Donc, parce que dans les techniques d'imagerie médicale, il y a autre chose. D'accord? C'est comme je dis, l'humain est un être vivant. C'est la même chose. D'accord? Donc, l'humain est subsumé dans le concept être vivant. Là, donc, c'est une des techniques. Yes? Maintenant, si je dis, je ne sais pas si vous connaissez une instance. Alors là, on est dans la T-box. Si on prend un exemple d'un scanner, je ne sais pas, un type de scanner. Je vais chercher est-ce qu'il y a un type de scanner.
Euh, En fait, c'est pas un type, si on veut énumérer, parce qu'il y a comment on appelle ça? Un scanner bien spécifique, c'est-à-dire qu'on va parler d'instance, yes? Par exemple, bon. Voilà, je dis, voilà, on a les scanners, par exemple, voilà. Bon, là, c'est pas des scanners. On peut parler de mammographie, par exemple. Non, mais je veux, attendre, exemple, de scanner médical, par exemple. En fait, il faut donner une marque, un spécimen, quoi. Un individu. Ah, d'accord. Alors, un individu, je n'arrive pas à trouver. C'est pas grave. Je ne vais pas donner n'importe, voilà. Un CDTM, TMD? Non, c'est le CTDMD. Voilà, CT scan, par exemple. Voilà. Ça, c'est la domodextrité. Ça, c'est autre chose. C'est des types. Voilà, par exemple, si je mets prix, voilà. Sûrement là, il y aura des prix. Mais là, j'y arrive. La Corée, par exemple. Voilà, GE Optima, par exemple. Voilà, GE Optima est un scanner. C'est un scanner GE Optima. Voilà. Alors, si je vais rajouter, on revient. Donc, si je veux rajouter GE Optima est un scanner, à ce moment-là, en fait, je vais mettre, c'est une association, je vais basculer dans la A-box, yes, je vais parler d'individus. Ici, puisqu'on parle donc d'imagerie, enfin de scanner, d'outils pour l'imagerie médicale, donc on va utiliser les mammos, les scanners, les IRM, etc. Et les individus, ce sont ces appareillages de radiologie. Yes or no? Donc, si j'ai dit Optima, je ne sais pas, donc ça va être une instantiation de concept et je vais basculer dans la A-box. D'accord? Ça marche? Yes or no? Yes. Oui. OK. Donc, voilà pour la logique description. Donc, ça sera donc le subsu. D'accord? Donc, parmi les techniques de l'imagerie médicale, on détecte les scanners. Yes, les scanners en font partie. Après, l'OMS veut éradiquer la tuberculose. Comment est-ce qu'on peut représenter cet énoncé? Avec la logique modale. Voilà. Donc là, c'est un vouloir, oui ou non? On avait dit la logique modale. Elle permet de représenter, au fait, les verbes modaux tels que savoir, vouloir, croire, est obligé, etc. Donc, tous les verbes modaux peuvent être représentés par une modalité, d'accord? Donc, le vouloir, tel que l'agent de vouloir, c'est l'OMS, yes? Et ça porte sur quoi? Donc, comment on appelle ça? Le paramètre. Éradiquer Voilà, la tuberculose. Voilà, c'est au fait éradiquer la tuberculose, ce sera au fait une proposition. Enfin, pas une proposition ici, mais plutôt un prédicat. Yes? Le prédicat éradiqué avec la tuberculose ici est une constante. Yes or no? Yes. D'accord, donc voilà. Donc voilà, on va représenter ça comme la modalité vouloir. Son agent, c'est l'OMS. Et l'argument du vouloir, c'est éradiquer la tuberculose. Donc là, c'est un prédicat. Et tuberculose ici, bien sûr, est une constante. C'est un prédicat unaire. Ça marche? Yes. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un exercice sur Dempster and Schaeffer? Ou oui? Oui. Bien, ça va, Dempster and Schaeffer? Oui. Dempster and Schaeffer? Oui. OK. S'il Donc vous là, plaît. j'ai pris un exercice qui a un rapport avec votre domaine. C'est un peu, on a des images qui émanent d'un, je ne sais pas, peut-être un hélicoptère qui prend des... Satellite. Oh, même pas un satellite, un hélico, enfin, qui prend une image aérienne. Une image aérienne, pas satellitaire. Une image aérienne d'un drone, par exemple. Yes. Les drones, ça prend des images aériennes, ça capture des images aériennes. Yes or no? Donc là, il y a des images, une image aérienne, donc, et des experts tentent de détecter à quoi ça correspond. Donc, on a affaire à 3 experts. Donc, le premier dit que c'est une zone, on essaie de lui affecter une classe, c'est-à-dire à quoi ça correspond. Okay? Donc, le premier affirme qu'il s'agit d'un hangar à 30%
d'un champ de blé à 40 ou bien d'une zone militaire à 30%. D'accord? Le deuxième, il atteste que la zone correspond à un hangar à 50% et qu'elle pouvait appartenir à soit un hangar, soit un champ à 20%. Yes. Et le dernier dit qu'il s'agit d'un hangar ou d'une zone militaire à 60%. Alors, quand on veut modéliser Dempsey and Schaeffer, le first step, c'est au fait de déduire le oméga. Oméga, ça constitue toutes les hypothèses possibles, oui ou non? Donc, ça veut dire les hypothèses possibles. Donc, on recense tout ce qui est possible, donc toutes les possibilités des zones, enfin des catégories qu'on peut affecter à cette zone-là. D'accord? Donc là, on voit bien qu'il y a trois types de zones. Soit c'est un hangar, soit un champ, ou encore une zone militaire. D'accord? Donc, c'est trois éléments qu'on retrouve. Là, c'est toujours hangar, ou bien un champ, zone militaire ou bien un hangar. Donc, oméga est composé de trois hypothèses. Tout le monde est d'accord? Oui, Oui. madame. OK. Donc là, ça, c'est la première étape. Après, on affecte, donc, comme il y a trois sources, donc on va affecter à chaque expert donc, une distribution de masse par rapport à ce qui est dit. Tel que, bien évidemment, on doit avoir la somme des masses allouées à tous les éléments focaux d'homme donné 1. Yes or no? Alors, le premier, là, c'est clair, on est dans un contexte, il dit qu'il s'agit d'un hangar à 30, d'une zone militaire, d'un champ à 40 et d'une zone militaire à 30. On se retrouve ici avec tout simplement, donc le premier expert, il est dans un contexte probabiliste, oui ou non, purement probabiliste. Pourquoi c'est purement probabiliste? Parce qu'il attribue un pourcentage à chaque Voilà, à chaque élément singleton. de Voilà, un des oméga. singletons. Et toute la connaissance est liée. Il n'y a pas d'ignorance ici. Yes or no? Donc là, Yes. c'est une modalité, c'est une modélisation purement probabiliste. Yes? Et quand vous allez combiner, vous allez voir si vous avez une expertise comme ça, en combinant, vous allez retomber sur une modélisation probabiliste, puisqu'on va parler d'intersection, et qu'on fait l'intersection d'un singleton avec n'importe quel ensemble, soit c'est l'ensemble vide, soit c'est le singleton. Yes or no? Ça veut dire Yes. qu'en finalité, vous trouverez que des singletons. On va retrouver une masse finale probabiliste. D'accord? Yes. Voilà, donc la première expertise, elle est simple. Donc, on affecte à H 30%, à C 40% et à la zone militaire 30%. Donc, on voit bien que la somme nous donne bel et bien A. Yes or no? Alors, quand on étudie la deuxième expertise, il dit qu'il s'agit d'un hangar à 50 et soit un hangar, soit un champ à 20%. Donc là, le hangar, il est en force ici. Yes? Il y a une partie de la croyance dans ce pourcentage-là et une autre partie dans celle-ci. Alors, c'est quoi? Comment est-ce qu'on va modéliser la deuxième expertise? Je vous écoute. M de H égale 50% et M de H virgule champ, enfin virgule C, c'est 20%. Et c'est tout? Et oméga, c'est 100 moins la somme des deux. Voilà, c'est 1. Voilà. Donc, au fait, il ne faut pas oublier, là, il y a une partie de l'inférence, je dirais le 30%, d'accord? Yes Oui. or no? Donc, le 130%, ça devient, ça sera affecté effectivement à oméga. Yes? D'accord? Yes. Après, pour la troisième expertise, donc lui, il dit qu'à 60%, il s'agit d'un hangar ou d'une zone militaire. Donc là, on a dans un contexte où on a soit HM06 ou bien ce qui reste, ce sera oméga. Alors, ces deux modèles, en fait, ces deux modélisations sont identiques. Pourquoi? Parce que les éléments focaux sont emboîtés. Regardez, on a H qui est inclus. Alors, il y a trois éléments focaux, H, HC et oméga. Ici, il y a deux éléments focaux, H, M et oméga. Et là, il y a des éléments focaux, trois éléments, pardon, H, C et M. Yes? Parce qu'on met à 3, donc vous avez une puissance 3 possibilités, moins l'ensemble vide. Hein? D'accord? Ça vous reste, ça nous laisse les 7. D'accord? Donc, du coup, ici, on est dans un contexte probabiliste parce que les éléments focaux sont des singletons. Là, c'est une particularité, c'est qu'on a H qui est inclus dans HC, inclus dans oméga. Les éléments focaux sont emboîtés. L'un est inclus dans l'autre. Idem pour la troisième expertise. Donc là, on est dans un contexte possibiliste. Nous, on n'a pas eu le temps de voir cette théorie.
La théorie des possibilités, c'est une théorie, au fait, qui peut être comparée à la théorie des probabilités, en quelque sorte, sous un certain angle, d'accord? Et sauf qu'elle offre beaucoup d'autres, disons, elle met en jeu d'autres mesures et d'autres philosophies. On n'a pas eu le temps, on n'a pas eu l'occasion de la voir, mais c'est quand même des constructions particulières. D'accord? Voici. Alors, on vous demande de faire, ça c'est dans le cas de la deuxième expertise. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est de calculer le belief et la plausibilité dans le contexte de la deuxième expertise. D'accord? Donc, dans la deuxième expertise, on reprend donc les éléments focaux. On avait dit H égale à 0,5, CH est égal à 0,2 et oméga égale à 0,3. Alors, le belief, on a dit le belief, c'est la somme des M de B tel que B est inclus dans A. Donc, c'est la somme de toutes les masses telles que des éléments focaux inclus dans A. Pour la plausibilité, c'est toujours une somme de M de B, mais telle que l'intersection avec A est non vide. Yes? Donc, si je prends H, le belief de H, au fait, il n'y a aucun élément focaux, il n'y a aucun qui est inclus dans H, donc c'est uniquement 0,5. La plausibilité, au fait, bien évidemment, comme H inter CH est non vide, H inter oméga est non vide, ça donne 1. D'accord? Par exemple, pour C, on n'a aucun élément focal qui est inclus dans C. Dans ce cas-là, le belief est égal à Céphron. Par contre, pour la plausibilité, on a oméga inter C est égal à C. Donc, ça veut dire je vais rajouter, pardon, pas C, pardon. Donc, on avait H et CH. Là, c'est 0,2 plus 0,3. Voilà. Donc, là, le H inter C est vide. Par contre, H inter CH, c'est 0, c'est non vide, c'est C. Donc, je vais prendre le 2. Et H inter oméga égale à 0,3. Donc, je vais rajouter la plausibilité, c'est 0,2 plus 0,3. Ça me donne 0,5, etc. D'accord? Ça marche? Yes or no? Yes. Alors, si vous prenez ça, par exemple, on a dit, c'est quoi l'intervalle de confiance? L'intervalle de confiance, c'est l'intervalle composé du belief et de la plausibilité. D'accord? Donc, là, l'intervalle est composé de 0,5 à 1, là, de 0 à 0,5, là, de 0 à 0,3, de 0,7 à 1, de 0 à 0,5, de 0,5 à 1, et là, c'est Céphron. Ah, bien sûr, le oméga est spécial, on ne le considère pas, parce que c'est clair que, quel que soit x, oméga, on englobe le tout. Alors, si on va prendre considérer les intervalles de confiance les plus petits, ça nous donne ces deux possibilités. Yes or no? Oui, mais là, on n'est pas très bien informé parce qu'on vous dit c'est soit M, l'intervalle le plus petit, c'est l'intervalle 0,03 bien de 0,7 1, c'est kiff-kiff, ils ont c'est le même intervalle si on veut, d'accord? Donc là, on voit bien que c'est les hypothèses, si on veut, les plus probables, on va dire, d'accord? Parce que leur intervalle de confiance est le plus petit. Ça marche? Yes, Oui, ça marche, madame. Alors, justement, la particularité, quand on a des éléments focaux comme des singletons, comme ici, d'accord? Eh bien, on avait dit que dans le contexte général, une probabilité, elle est cadrée, elle est, au fait, comment on appelle ça? Elle est balisée, si on veut, entre le belief et la plausibilité, d'accord? Donc, le belief, c'est la borne F et la plausibilité, c'est la borne sup. D'accord? Et dans un contexte probabiliste, c'est-à-dire quand les éléments focaux sont des singletons, l'inégalité devient une inégalité. Ça veut dire la proba, et en même temps le belief, et en même temps la plausibilité. D'accord? Ça marche? Alors, comment se fait la combinaison? Donc là, c'est ce qu'on a dit pour la deuxième expertise. Et la troisième expertise, les éléments focaux sont emboîtés. Donc là, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Alors, la combinaison, pour la combinaison, en fait, on avait dit que les opérateurs de combinaison, quels qu'ils soient, ils sont binaires. Ils combinent deux distributions de masse entre elles. D'accord? Alors, la combinaison, comment elle se fait? Alors, M de A, c'est au fait, c'est la somme des masses. Alors, bien évidemment, on va mettre, voilà. Donc, si je combine M1 et M2, alors d'une part, je vais mettre les éléments focaux de M1 et d'autre part, les éléments focaux de M2 avec leur degré, d'accord? Et par la suite, comment est-ce qu'on fait comment on opère la combinaison? C'est tout simplement, on va mettre au fait les éléments focaux issus des deux éléments focaux des deux masses en faisant l'intersection, d'accord? Donc,
On fait d'abord l'intersection des masses, des éléments focaux, pardon. Et après, on voit les cas de conflit, ce sont les cas qui correspondent à l'ensemble vide. Donc là, on observe qu'il y a 3 cas de conflit. D'accord? Donc, on somme les cas. Donc, le degré de conflit, c'est la somme des M de A, M2B que multiplie M de 2C, tel que l'intersection est vide. Donc, ça nous donne 0,2 plus 0,15 plus 0,06. Yes. Les nouveaux éléments focaux, on en a, bien sûr, comme on l'a dit, quand on combine des singletons avec n'importe quel autre élément focaux, on va obtenir uniquement des singletons. Donc, on obtient H. Donc, H, on va sommer, si on veut, ces 3 pondérations, d'accord? Pour ces deux-là, donc ces 2 hypothèses qu'il faut sommer. Et pour M, il y a uniquement ça qu'il faut prendre en charge. On va multiplier par le 1 sur 1 moins K, tel que K, c'est la somme de ces 3 éléments. Yes? Donc, c'est M1 de C qui multiplie M2 de H plus M1 de M qui multiplie M2 de H plus M1 plus, pardon, oui, voilà, M1 de M qui multiplie M2 de HC. Donc, voilà, c'est donc 1 sur 1 moins K, ça va donner, on n'a pas mis, c'est pas grave, voilà. Est-ce qu'on a mis le cas quelque part? Bon, il n'est pas calculé, mais c'est clair, c'est 0,2 plus 0,15 plus 0,06, yes. Après, voilà, il est là le cas, voilà. Le voici, c'est 0,41, ça marche. Alors, bien évidemment, donc cette masse-là, on va la dispatcher au fait à tous les autres, à tous les éléments focaux, puisque comme K est inférieur à 1, donc 1 moins K, donc ça sera également inférieur à 1. Donc, quand on divise 1 sur une pondération inférieure à 1, on va être supérieur à 1. Ça veut dire qu'on va multiplier, on va augmenter les masses résultantes, d'accord, des éléments focaux qui en résultent. Yes. Et on va obtenir donc M1 de H, donc c'est 1 sur moins 1 moins K, avec ça, plus ces 3 multiplications. Pour C, ça va être ça, et pour le M, uniquement ça. On obtient les nouvelles distributions de masse associées issues de la combinaison. Donc, il faut toujours vérifier que la somme des masses est égale à 1. Et la masse, bien sûr, de l'ensemble vide est vide. Ici est nulle. Idem, une fois qu'on a combiné 1 avec 2, on va combiner le M12 avec le 3. Bien évidemment, on va retomber, comme on l'a dit, sur des éléments focaux singletons. Ici, le cas uniquement, c'est 0,20. Il y a un seul cas de conflit. D'accord? Les éléments focaux, on a H, on a le C et le M. On obtient finally donc cette hypothèse-là, ces éléments focaux, cette nouvelle distribution. D'accord? Voilà. Et au fait, on voit bien que la masse allouée à H est la plus importante. Après, il faut, pour bien savoir, en fait, on n'a pas été loin dans la prise de décision, mais réellement, il y a plusieurs critères pour définir quelle est la distribution la plus importante est allouée à l'hypothèse H. On observe bien qu'à la fin, on a une distribution telle que tous les éléments focaux, bien évidemment, sont des singletons. Est-ce que ça va? Oui, madame. Alors, si vous voulez bien, on va revenir sur… bon, là, je l'ai ici. On va revenir sur… bon, je pense que là… On va revenir sur Dempster, sur plutôt l'exemple avec la description sur les images IRM. Yes. Je pense que le jour où on l'a traité, il y avait beaucoup d'absents. Est-ce que ça va? Ça vous a été utile? Oui, bien Oui. sûr. Eh bien, tant mieux. On va revenir sur l'exemple, la logique de description. Parce que le jour, on l'a fait. Et puis, on n'a pas vu la partie… Voilà, brain, c'est là. Là, c'est intéressant. La logique de description, c'est pour vous montrer qu'elle est très utilisée. Voilà. Donc, c'est l'interprétation des images IRM du cerveau en exploitant les logiques de description. C'est quand même assez récent. Hein? Yes. Alors, au fait, on va revenir, parce qu'il y a la partie raisonnement. Peut-être que je vais en dire un mot. Voilà, c'est ici, je ne sais pas, j'espère qu'on pourra… Oui.
On pourra voir. Alors là, c'est intéressant parce que regardez comment est-ce qu'on peut définir donc l'anatomie du cerveau. Alors là, on a parlé uniquement de T-box et de A-box. Yes, de T-box et de A-box. Il se trouve qu'on a aussi de la R-box. Alors, on va revenir sur la R-box. Voilà. On a aussi la R-box. La R-box, c'est le rôle, donc c'est le truc par rapport au rôle. Là, on peut spécifier au fait le reverse d'un rôle, etc. Donc, c'est des relations entre rôles. Par exemple, right off, c'est équivalent left off bar. Above, c'est below. Au fait, c'est les rôles contraires. Yes or no? Si X est proche de Y, ça veut dire que Y, si c'est close, donc si X est proche de Y, yes. Et si X est sur la droite de Y, ça veut dire que Y est sur la corde de X, etc. Donc, ça permet un peu d'avoir des relations, soit d'équivalence ou de subsumption. Par exemple, has part combiné avec has part, donc c'est inclus dans has part, yes. Kif kif is part of is part, donc c'est une somme. Donc, si un élément fait partie d'un autre élément, donc l'inclusion de deux parties, ça fait partie de l'inclusion, etc. Donc, on a cette possibilité de définir les relations entre rôles. Après, on a les T-box qu'on connaît avec la A-box. Alors, par exemple, ici, la T-box, on va dire, là, on est en train carrément de décrire le brain, le cerveau. Yes? On dit qu'un cerveau est composé de l'hémisphère. Donc, l'hémisphère fait partie, donc subsume, il existe, is part of, ça c'est un rôle of brain. Yes? Is part of, ça c'est un rôle. Brain, c'est le cerveau, donc c'est le concept atomique ici. Yes? Ça, c'est l'hémisphère. La même chose, le brain structure, donc c'est une partie du cerveau. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'une pathologie donc, du cerveau? Une pathologie du cerveau, c'est-à-dire qu'elle existe, elle fait partie du cerveau. Donc, c'est une anomalie qui est dans le cerveau, d'accord? Mais qui ne fait pas partie de la structure. C'est intéressant, ça, n'est-ce pas? D'accord? Donc, c'est une partie qui ne fait pas partie de la structure du cerveau, oui ou non? Ça veut dire que c'est un composant extérieur, d'accord, qui ne fait pas partie de l'anatomie. L'anatomie, bien sûr, d'un cerveau sain. Yes or no? Est-ce qu'on suit? madame. Ok. Oui. Yes. Voilà, brain tumeur, donc la tumeur, ça fait partie des pathologies du cerveau. Il n'y a pas que les tumeurs, il y a autre chose, d'accord? Yes. Là, le LVL, donc ça fait partie, là on est en train de décrire left and right. C'est and left, c'est and right, donc on est en train de décrire les parties voilà, de la structure du cerveau. Yes or no? Yes. La même chose, la région périphérique, donc ça fait partie du cerveau, la région subcorticale également. Donc là, vous voyez bien comment on décrit les différentes parties du cerveau humain, comment est-ce qu'on décrit aussi les tumeurs, les pathologies, etc. Après, voilà, on dit voilà, c'est quoi une tumeur, une petite tumeur déformée, donc c'est une tumeur du cerveau. Et là, on décrit son emplacement. Là, bien évidemment, là, on décrit comment se présentent des tumeurs, d'accord? Comment est-ce qu'on identifie, qu'on arrive à identifier qu'il s'agit d'une petite tumeur, d'une grosse tumeur, etc. Donc là, on décrit au fait les différentes pathologies, d'accord? Par exemple, on dit qu'une tumeur dans la zone périphérique, d'accord? Donc, on dit que c'est une petite déformation qui fait partie de la région périphérique, yes. Et après, on va utiliser, là, on est en train de faire la définition. Donc, elle se situe, elle est loin ou elle est entre telle et telle partie du cerveau, etc. Donc là, c'est intéressant. Après, regarde dans la A-box, dès qu'on parle de la A-box, on décrit le cerveau d'un patient. Yes or no? Donc, regardez ici. Donc, voilà une image IRM. D'accord? Et donc, les régions et les contours montrent donc ce que la machine intelligente, enfin, ce que le logiciel a pu segmenter. On vous dit que ce qui est en bleu, donc représente la région sous-corticale. Voilà. Ce qui est en gris, c'est la périphérie. D'accord? Les contours jaunes et violets le contour jaune et le violet sont des noyaux codés. Ce qui est en rouge et cyan et jaune correspondent à les ventricules latéraux. Et par contre, ce qui est vert, c'est la tumeur, d'accord? Donc, c'est la partie de la tumeur, donc là, c'est la segmentation. Alors, comment est-ce qu'on décrit ces éléments-là? Voilà.
Voilà. On dit que A, alors là, c'est une instantiation de rôle, de concept. Alors, soit on présente comme ça, ou bien brain tumeur entre parenthèses de A, dire A est une tumeur du cerveau, d'accord? Not enhanced de B, d'accord? Donc, c'est pas entrelâché. Après, has enhancement, donc là, on décrit, donc c'est une instantiation de rôle, hein. Soit on met ça, ou soit on met has enhancement A et B. On dit que là, c'est NR de C, c'est right and left de C. Pour ça, c'est partie de gauche-droite. LVR, LV left de K et de M, etc. Donc, voilà comment est-ce qu'on décrit, au fait, le cerveau, les pathologies, bien le cerveau, on décrit, et là, c'est la description carrément de la tumeur. Hein. On dit de quel type, où est-ce qu'elle se situe, qu'est-ce qui est à côté, exactement. On décrit réellement la tumeur sous forme, donc, soit d'instanciation de concept ou bien d'instanciation de rôle, et ça fait partie de la A-box. Yes or no? Tel que, voilà, les A, B, C, D, tout ça, donc ça désigne les parties de l'image. Hein. Yes or no? Il y a magière. Hein. Yes. Yes. C'est intéressant, n'est-ce pas? Oui, oui. Par contre, est-ce que je peux pivoter? Même pour pivoter, je ne peux pas pivoter? Pourquoi ce n'est pas gratuit? Bon. D'habitude, vous faire pivoter. Bon. Par contre, la partie, bon, on n'a pas eu le temps tellement. Je n'ai pas compris pourquoi je n'arrive pas à faire pivoter la rotation. Ainsi. Alors, on va... après, bon, c'est juste, on n'a pas eu le temps de voir l'inférence. Je pense que ce n'est pas très clair comme ça, si. Vous voyez ou pas? Ah oui, C'est parce lisible, que madame, ça va. c'est lisible. Alors, est-ce qu'on a mis ici... Là, je voulais juste... Est-ce qu'on a là... On n'a pas tout... Bon, c'est pas grave. Au fait, la méthode des tableaux, elle permet de faire de l'inférence. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis une A-box et une T-box, au fait, le but, c'est de comprendre réellement ce qu'on peut déduire. D'accord? On n'a pas eu le temps de voir, dommage, mais bon. On va juste dire un mot, qu'au fait, l'inférence ici, il y a plusieurs méthodes. Une des méthodes, c'est la méthode des tableaux. Elle consiste... Est-ce qu'on a des cas de contradiction, par exemple? Voilà. Au fait, elle consiste à construire un arbre. C'est un peu le raisonnement par l'absurde, en quelque sorte. D'accord? Comme si on construisait un arbre de réfutation. Il y a des méthodes. Par exemple, si je mets, est-ce qu'à partir de la base, je peux déduire un fait? Donc, je insère la négation de ce fait et je vais aboutir à des contradictions. C'est un peu ce système-là qui est exploité. D'accord? Après, c'est un peu la construction de l'arbre et on arrivera à déduire donc ces connaissances-là si on arrive à trouver des contradictions, c'est-à-dire qu'on construit l'arbre tel que toutes les branches finissent par des contradictions. Bon, dommage qu'on n'a pas eu le temps de voir ça, mais juste, on a juste parlé. On a vu beaucoup plus la partie représentation. Voilà. Alors là, peut-être en conclusion, on n'a pas eu le temps de faire, on n'a pas fait une conclusion générale la dernière fois. Donc, en fait, si on pouvait juste dire
un mot par rapport aux logiques classiques, enfin pas classiques, logiques non classiques. Je parle des modèles logiques. En fait, on a eu le temps en fait de voir que tous les modèles, c'est un peu pour représenter, elles sont censés permettre donc de représenter les connaissances du monde et de raisonner sur ces connaissances. Alors le monde, bien sûr, comme il est, ça dépend de type d'application, mais c'est tellement diversifié, etc. Alors pour les approches donc logiques qu'on a vues, c'est clair que les approches se sont inspirées des logiques classiques, c'est-à-dire la logique des prédicats et la logique propositionnelle. Et bien évidemment, ces logiques ont dû être étendues pour représenter, par exemple, les connaissances épistémiques, déontiques, doxastiques, temporales, spatiales, avec la logique modale. D'accord? Épistémique, c'est le savoir. Déontique, c'est les obligations. Les doxastiques, c'est les croyances, etc. D'accord? La logique de défaut est très utilisée pour représenter donc les énoncés de type généralement, etc. Donc, c'est une théorie c'est une logique non monotone assez intéressante. Les logiques de description donc, sont exploitées, hein, même de nos jours, dans différents domaines. D'accord. Donc, les modèles logiques sont intéressants. Bon, on n'a pas eu le temps de voir les modèles graphiques, ça ne fait pas partie de ce cours-là, les réseaux sémantiques. Mais au fait, ce qu'il faut comprendre, c'est les réseaux sémantiques, au fait, que les logiques de description, c'est un mariage entre les réseaux sémantiques et la logique des prédicats. Bon, on a pu le voir via ça, si on veut, c'est un peu… Les modèles logiques, au fait, l'expressivité varie, l'expressivité, c'est leur puissance, d'accord? Donc, au fait, eh bien, plus une logique devient expressive, plus la complexité des algorithmes devient aussi importante, d'accord? Pour les logiques de description, ce qui est intéressant, on avait dit qu'il y a toute une famille. Ça dépend de ce qu'on veut en faire. Hein. D'accord? Le problème des modèles logiques, c'est qu'au fait, l'avantage, c'est que qui dit modèle logique, à côté de ça, on a des mécanismes d'inférence très robustes, très puissants. OK? Par contre, le problème, c'est que c'est difficile de les faire, si vous voulez, les faire interpréter par les experts. Parce qu'en général, les experts sont des gens ils sont loin de ces modèles. Ce n'est pas évident, en fait, de les interpréter directement. Et en général, les modèles, au fait, sont un peu éloignés. Ce qui n'est pas le cas des modèles graphiques. Bon, on a vu, nous, les modèles graphiques, les réseaux bayésiens. Mais les réseaux bayésiens, c'est un modèle graphique pour prendre en charge aussi comment on appelle ça, donc l'incertitude. C'est vrai que les modèles graphiques, ils sont plus visibles. Mais on va dire, ils sont plus lisibles, ils sont plus parlants, on va dire. Mais toujours est-il que quand la taille du problème devient importante, donc leur lisibilité devient un handicap. Et aussi, paradoxalement, au modèle d'inférence logique, les modèles de raisonnement dans les modèles graphiques sont réellement un peu pas, ils sont ad hoc, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas très structurés, ils sont pas, on utilise des heuristiques, on utilise donc des algorithmes approchés, etc. Et voilà. Donc, au fait, quand on est en face à un problème, il y a toujours le choix du modèle est important. Voilà. Je ne sais pas si c'est bon. Est-ce que, voilà. Est-ce que vous avez des questions particulières? Est-ce que ça va? Oui, ça va, madame. D'accord. Donc, on va arrêter là la révision. Je vous souhaite bon courage. Et par contre, n'oubliez pas de bien travailler vos TP, s'il vous plaît. On insiste. Hein? Yes? Oui, madame. Oui, madame. Eh bien, bon courage. Merci, madame. Merci Merci beaucoup, beaucoup. madame. aujourd'hui. Bonne journée, Bonnes au revoir. vacances. Au À revoir. vous aussi. À vous aussi. Vacances. Au revoir. Au revoir. Merci, madame. Merci bien. Au revoir.